y a aussi quelques éléments de stoïcisme hein, chez Strabon, qui tendent à faire de lui un géographe de l'action, si l'on peut dire. Mais effectivement, on considère que Rome était le seul centre valable du monde, le monde romain, le seul centre valable du reste du monde, si l'on peut dire, mais il n'a pas pour autant réussi à évacuer les Hyperboréens. Non, il n'a pas réussi à évacuer la circonférence, si vous voulez. Il en parle toujours, comme s'il n'osait pas les faire tomber dans l'oubli. Donc, si je souhaite répondre à votre question, si j'y arrive, je dirais qu'effectivement Strabon fait du centre la zone la plus importante, mais maintient, ne serait-ce que par l'existence du nom, l'existence de la notion, hein, tout simplement. Comme peut-être d'autres dans cette salle, j'ai été quelque peu perdu, malgré la précision de votre exposé, et peut-être à cause de cette précision, j'ai parfois trébuché à vous suivre dans les moindres détails. Alors, est-ce que l'existence de ce Norboréen, il est difficile de le mettre en doute, car il existait à l'époque où ces récits ont pris naissance, il existait déjà un Nord peuplé, et un Nord avec la mythologie que l'on connaît. La mythologie du Nord est quand même très importante de nos jours, elle existait certainement à l'époque. A-t-elle eu une influence douce sur le centre, puisqu'on vient de parler du centre, c'est-à-dire sur Delphes en particulier? Y a-t-il eu une volonté contraire, et je veux dire sans invasion barbare, puisqu'il est dit par-ci par-là donc que les barbares n'existent pas? Existait-il une volonté contraire en sens inverse, en employant un terme plus actuel, de colonisation depuis Delphes du Nord, de ce Nord qui avait peut-être justement une part, je dirais, mythique pour certains, mais une perception réelle à travers certains récits qui faisaient que, il fallait peut-être les conquérir. Et sinon, quelle est la part importante, la plus importante de l'imaginaire? Alors voilà, j'oscille quelque peu entre ces trois parties. Descente, comme sont descendus plus tard les barbares sur Rome, remonter vers le nord avec une volonté de connaître, peut-être en douceur, mais est-ce qu'il y avait-il eu toujours cette douceur? N'a-t-elle pas été transfigurée, cette douceur? Ou alors l'imaginaire beaucoup plus important? Je tenterai de répondre à votre question en parlant du désir de la totalité. Chez les Grecs, il se manifesterait non pas par l'ambition totalisante conquérante, mais par l'ambition totalisante de la représentation. On doit pouvoir se représenter le Nord comme on se représente le monde plus proche. Or, ce Nord, eh bien, on s'aperçoit rapidement qu'il est difficile d'accès, climatiquement, spatialement, mais on a envie de se le représenter. On a envie de lui donner une forme, de le faire passer de l'informe au formel, hein, du chaos au cosmos. Je pense que c'est ce désir-là qui est marquant chez les Grecs. Or, certains Grecs vont y aller dans ce Nord. Je pense par exemple à Pythéas, le navigateur massaliote, qui va atteindre une région où il va décrire une substance qui ne serait ni liquide, ni solide, ni gazeuse, ce qui à son retour le fera passer pour le roi des charlatans. Or, il s'avère qu'il aurait véritablement navigué dans une zone où il aurait découvert le grésil. Hein. Qu'est-ce que le grésil? Eh bien, c'est cette substance à moitié glace fondue qui flotte tout en faisant des bulles. Alors, pour un grec, c'était une représentation absolument très inconcevable, si j'ose dire. Mais il aurait vraiment vu ça. Alors, à son retour, on ne l'a pas cru. Et on a fait longtemps de lui un charlatan. Son nom était devenu synonyme de menteur. Il était en quelque sorte le Munchausen de l'Antiquité. Hein. Mais pourtant, il décrit ce qu'il a vu, et ce qu'il a vu s'est avéré être vrai. Donc, on a voulu représenter le Nord, mais c'était difficile à accepter parfois. Les représentations étaient difficiles à accepter. Concernant ensuite l'ambition totalisante
des Romains, du monde romain, elle est différente dans la mesure où cette fois-ci elle s'insère davantage dans une perspective de présence dans le nord, de présence romaine dans le nord. Alors, on peut penser par exemple à la Bretagne ou à la Germanie. Alors la Bretagne, disons que les Romains vont y mettre un pied clouté avec César, hein, et puis ce sera le début de la conquête de la province romaine de Britannia. Et il y aura, alors les représentations seront assez rapidement intégrées dans la mesure où les Romains vont rapidement décrire les Bretons comme des cousins des Gaulois, si vous voulez. D'ailleurs, ils leur donneront souvent les mêmes noms. Et ils assimileront leurs dieux en disant oui, les Bretons ont des dieux semblables aux nôtres, etc. La particularité concerne plutôt les Germains. Alors déjà, les Germains vivent derrière une sorte de frontière qui est le Rhin. Alors évidemment, me direz-vous, les Bretons vivent au-delà de la mer. Mais il semblerait que les Germains aient été beaucoup plus difficiles d'accès que les Bretons. Alors, d'une part, c'est toute cette zone qui va constituer ce que les Romains allaient appeler le limes, la frontière nord-est de l'Empire, de tout temps sera une zone qui ne sera jamais, qui posera beaucoup de problèmes à l'Empire. Il y aura le fameux épisode de la destruction des 3 légions de Varus. 3 légions seront liquidées par le chef germain Arminius, celui que les Allemands appellent aujourd'hui Hermann. Hein, c'est un peu leur Vercingétorix. Et le pauvre l'empereur Auguste se tapait la tête contre les murs en disant « Varus, rends-moi mes légions ». Les Germains s'empareront de 3 aigles, 3 emblèmes, et les Romains mettront 40 ans à les récupérer. Mais il faudra à tout prix les récupérer. Et donc cette partie plutôt orientale du nord donnera lieu à des représentations beaucoup plus intéressantes, à mon sens. Alors évidemment, il y aura l'aspect négatif, les Germains comme peuple barbare qui finalement ne méritent pas d'être conquis, tout simplement parce qu'on n'y arrive pas. Finalement, les Germains viendront eux-mêmes dans le monde romain, hein, si on peut dire. Et les représentations un petit peu plus positives que l'on retrouve notamment chez Tacite, Tacite qui est un grand historien romain, et qui va écrire une œuvre qui s'appelle donc de la Germanie, hein, De Germania, dans laquelle il décrit les Germains comme des sauvages, mais des sauvages vertueux. C'est-à-dire qu'il va en faire en quelque sorte le parangon de l'honnêteté, de l'innocence. Alors avec un mutatis mutandis, comme on dit, préfigurant ainsi peut-être ce fameux mythe du bon sauvage qui arrive en Europe avec les grandes découvertes, hein, peut-être jusqu'à Jean-Jacques Rousseau. Mais voilà, encore une fois, même si c'est souvent, quand on décrit l'étranger comme un modèle, c'est souvent moins pour l'exalter lui que pour se critiquer soi-même. On retrouve un petit peu la même chose avec la façon dont les Corses sont représentés dans l'historiographie antique. Souvent, les Corses, qui sont pourtant à quelques encablures du monde romain, sont décrits très sommairement, soit comme des bêtes sauvages, soit, c'est plus rare, mais ça existe, comme des peuples quasi parfaits. C'est étrange, hein, il y aurait quelque chose à faire là-dessus, à quoi je vais essayer de m'employer d'ailleurs. Pourquoi représenter les Corses comme des peuples des confins, dans le vocabulaire, etc., c'est soit des sauvages, soit des gens parfaits. C'est étrange, pas beaucoup de détails sur les Corses. Bon, je reviens au nord. Le nord, pour les anciens, effectivement, a toujours été un lieu d'attraction, soit parce qu'on avait du mal à se le représenter, mais qu'on voulut malgré tout le représenter, soit parce qu'on voulait le conquérir sans y parvenir. Du coup, ça donnait lieu à des compensations. Pas de conquête, mais malgré tout de la description. Et cette description pouvait être soit empreinte d'une certaine frustration, donc elle était assez péjorative, soit donner lieu justement à des spéculations. Alors non plus des spéculations d'ordre géographique, comme chez Tacite, comme chez les Grecs, mais des considérations d'ordre plus moral, un peu comme chez Tacite, qui dira, finalement, les Germains, eh bien, ils ont raison de ne pas être conquis, après tout, ils seront préservés de la corruption de notre monde civilisé. J'espère que ça a un peu répondu à votre question, qui était très, très touffue. Reprendre, j'ai eu des difficultés aussi, hein, comme tout le monde, à suivre l'exposé, parce qu'il repose sur deux questions,
je dirais, existentielle et humaine. La première, c'est la gestion de l'altérité. L'autre, donc le bout du monde, c'est comme l'autre monde, hein, c'est la même chose que... Ouais, ouais. C'est la même gamberge. Et le même glissement existe lorsqu'on pose une notion à un début, que ce soit dans l'espace ou dans le temps. On a un glissement de la notion qui est un repère ou spatial ou temporel à un repère qui devient une notion, un concept en soi. Et donc là, selon ce que j'ai pu suivre, selon les époques, on est soit dans une lecture donc, géographique, repère dans l'espace, soit dans un repère conceptuel qui gère l'altérité. Et donc, soit qu'on soit dans un contexte ou dans un autre, évidemment, le glissement se fait. Non ? Oui, oui, c'est exactement ça. Si ça peut permettre de clarifier les choses, les premiers extraits que je citais, notamment les extraits poétiques, font des hyperboréens un concept, une idée. Altérité, exotisme, radicalité de l'altérité, bonheur extrême, bonheur presque extraterrestre, si l'on peut dire. Hein. Et avec Hérodote, eh bien, le débat se décale. Il ne s'agit plus de savoir si les hyperboréens sont heureux ou malheureux, c'est plutôt de savoir s'ils existent et où ils sont. Donc ça, c'est le débat qui devient géographique à ce moment-là. Et dans ce débat géographique, la bascule s'opère en quelque sorte à l'époque romaine, ou du moins à l'époque impériale, lorsque, eh bien, notamment avec Strabon, on les fige, on fige les hyperboréens dans une réalité climatique. Figé, c'est un peu le cas de le dire. Voilà. Matériel. Juste un parallèle pour voir si ça tient et voir ce que vous en pensez. Est-ce qu'on pourrait faire un parallèle avec, alors là, c'est pas une notion qui est liée à l'espace, mais au temps, la notion de Big Bang. C'est-à-dire que le Big Bang, aujourd'hui, considéré d'un point de vue conceptuel, d'accord, on voit ce que c'est, et en même temps, lorsqu'on le place dans une origine temporelle, alors qu'on sait que le Big Bang, c'est une notion justement qui permet d'appréhender un début qu'on ne peut pas appréhender, par définition, mais lorsqu'on s'y prête... je dirais de manière triviale, eh bien, on a l'impression qu'on détient une origine, quelque chose qu'on pourrait tenir, alors que c'est un concept qui n'est pas lié à une origine temporelle. Oui, je dirais qu'effectivement, oui, on pourrait rattacher, on pourrait faire cette comparaison dans la mesure où donc le Big Bang comme élément inaccessible, mais qui permet à l'esprit, voilà, de se rattacher à un début, d'éviter le vertige pascalien de l'absence de limite. Hein. Et effectivement, oui, les hyperboréens, comme peuple ou lieu inaccessible, alors inaccessible soit spatialement, soit moralement, etc., mais qui crée un repère, qui constitue un repère, qui permet de structurer, de former. Et ça, c'est vrai que c'est l'obsession grecque, la forme, la limite. La limite qui peut évoluer, qui peut ensuite être franchie, et donc devenir simplement peut-être une médiane. Mais il y a clairement un désir de figer, ou du moins de fixer des choses, pour pouvoir ensuite soit tourner autour, soit s'en servir comme point d'ancrage, soit comme repoussoir. Mais alors, la petite différence serait peut-être que les hyperboréens sont-ils une origine? Pas véritablement, même si, comme je l'ai dit tout à l'heure dans certains passages, on leur attribue la fondation de certains lieux. Donc là, ils auraient peut-être, oui, un rôle un peu de principe, au sens étymologique. Mais il y a clairement un désir de ne pas se débarrasser de ces notions qui, aussi insaisissables soient-elles, permettent de penser la structure. Moi, j'avais une question un petit peu de principe épistémologique, comme on dit dans notre jargon universitaire.
on se situe où là dans le propos que tu as développé par rapport, notamment chez les Grecs. Strabon, c'est peut-être un peu plus clair, un petit peu plus évident. Entre le mythe et le religieux, chez les Grecs, chez Hérodote, etc. Sur les Hyperboréens, c'est de l'ordre du mythe, du religieux, d'une hésitation, Alors la question du religieux, d'une déjà, spéculation. question du religieux chez les Grecs est l'objet d'une bibliographie abondante. Alors, le religieux, si c'est un petit anachronisme qu'on me pardonne, les Hyperboréens sont dans le religieux, puisque à Délos, les offrandes hyperboréennes arrivaient tous les 4 ans à peu près. Hein. Des objets arrivaient, et des stèles en attestent. Hein. Bon, et même Hérodote dit oui, les Déliens m'ont dit que les offrandes arrivaient. Bon, c'était probablement des objets contenant de l'ambre. Bon. Donc il y avait une sorte de régularité rituelle. Donc les Hyperboréens faisaient partie, la notion, l'idée hyperboréenne faisait partie d'un aspect de la religion grecque. Le mythe, bien évidemment, c'est ce qui sert à évoquer tout ce que la science c'est un anachronisme, mais le mythe sert à évoquer tout ce que l'esprit a besoin de se former, de se représenter, sans pour autant que ce soit mesurable, si on peut dire. Donc ils sont entre les deux, à la fois partout et entre les deux. Je dirais cependant que la postérité mythique est bien plus importante. Toujours pas. Non, juste un mot pour te remercier, d'avoir en quelque sorte accompli et titillé notre esprit d'érudition, mais pas seulement. Il y a quand même, moi j'ai éprouvé beaucoup de plaisir à t'entendre aujourd'hui. Ton exposé était évidemment nous emmenait dans des terres qui ne nous sont pas connues au quotidien, mais nous ne nous y sommes pas perdus. Tu nous y as conduits avec beaucoup de science, d'érudition, mais aussi beaucoup de patience et aussi beaucoup de pédagogie. Moi, je voudrais simplement poser une question que j'ose à peine énoncer, formuler. Je me demande s'il ne s'agit pas là d'une projection du découpage, de tout découpage identitaire finalement, entre un espace connu et un espace inconnu, non exploré, et finalement qu'on a besoin de peupler de nos craintes, de nos espoirs. Alors, ce qui est un peu étonnant, me semble-t-il, c'est que cette localisation géographique met entre parenthèses l'au-delà, ou tout au moins le repousse. Mais pour ma part, je vois le découpage qui existe dans le plus petit des villages corses, entre l'espace habité, l'espace cultivé, et puis l'espace fora, où vous restez, où la forêt, qui se trouve justement très souvent peuplé de mythes, peuplé d'animaux ou d'êtres qui sont hybrides, qui inspirent tout autant l'admiration que la crainte. Enfin voilà. Est-ce qu'il s'agit d'une projection, et comme nous sommes dans une grande culture, de la tentative de rationaliser par l'outil de la géographie et par une conceptualisation poussée, quelque chose qui est nécessaire pour que je puisse trouver ma place dans le monde et la place de ma culture. Ah, absolument, hein. Il s'agit c'est le titre d'un bouquin de François Hartog, hein, le miroir d'Hérodote, c'est le miroir un peu déformant. Ça nous permet de nous voir, de nous définir, car l'autre permet, de la façon dont nous le décrivons, que ce soit de manière
excessivement négative ou excessivement positive, et nous permet de réfléchir sur nous-mêmes. Là, c'est une question simplement de changement d'échelle. Alors, ce qui est intéressant, c'est que voilà, les Grecs ont très, très vite perçu que déjà, ils avaient la capacité d'embrasser une grande partie de leur monde, au-delà des limites de leur cité, et ils ont voulu très rapidement représenter, ils ont été au devant des choses, ils se sont projetés dans l'altérité. Ils ont été au devant de l'altérité. Ils ont voulu la représenter très rapidement en disant, bon, vite, il faut aller toujours plus loin, toujours plus au nord ou toujours plus au sud. On ne peut pas rester, on ne peut pas attendre. C'est un désir véritablement de représentation qui est constitutif, effectivement, du désir de représentation de soi-même. Si vous voulez, on pourrait peut-être comparer avec l'Eldorado, a été recherché par les Espagnols. Plus on avançait, moins on le trouvait, plus on le repoussait. On disait il doit être quelque part. Il faut qu'il soit quelque part. Sinon, pourquoi sommes-nous venus? Nous sommes venus pour l'or, donc l'or doit exister. Chez les Grecs, de manière un peu semblable, il fallait qu'il y ait des limites ou des repères. Car c'est nous autres Grecs, nous avons réussi jusqu'à présent à représenter le monde, et ça marche. Nous avons donc besoin qu'il y ait des peuples qui soient différents de nous, effectivement, qui soient aussi le lieu d'expérience littéraire, de création poétique, hein. Mais ça participe d'un besoin, donc au départ, de construction de soi-même, ouais, à une plus grande échelle. Ce besoin de construction de soi-même, je pense que c'est aussi un maître mot ici dans cette conception de l'ailleurs, conception d'un nouveau monde, de recherche de l'Eldorado, éternelle quête de l'humain, des empires, des mondes, etc. Merci beaucoup Mathieu pour ce cheminement, hein. Je ne répéterai pas l'éloge de Jacques Thiers sur la clarté et la pédagogie dont tu as fait preuve dans un thème qui est quand même ardu. Merci beaucoup. J'espère en reparler. Mais tu es chez toi ici, hein, au Centre culturel universitaire dans ce spa.